Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons 5 Karen qui ont été attaquées par des animaux sauvages. D'une influenceuse des réseaux sociaux qui a saboté son équipement de sécurité à une passionnée de fitness qui croyait pouvoir distancer des prédateurs mortels. Mais d'abord, commençons en Inde, où une visite guidée est devenue un terrain de chasse pour les tigres. C'était le 15 juillet 2016 lorsque la famille Lawson est arrivée au parc national isolé des Sundarbans, dans le Bengale occidental, en Inde. L'immense delta de mangroves s'étendait à perte de vue devant eux, un labyrinthe de chenaux de marée et de végétation dense où le fleuve Gange rencontre le golfe du Bengale. De vieux mangroves émergeaient issus de l'eau saumâtre, leurs racines aériennes créant un réseau impénétrable. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO abritait l'un des écosystèmes les plus dangereux du monde, où des crocodiles marins se cachaient sous la surface et des serpents venimeux s'enroulaient dans la canopée au-dessus. Geneviève Lawson, une agente immobilière de 42 ans de Londres, avait insisté pour réserver le forfait de visite en bateau le plus cher disponible. Connue pour sa personnalité exigeante et son refus d'accepter des limitations, elle avait déjà réprimandé leur guide local, Ravi, à plusieurs reprises lors du briefing du matin. Son mari, David, un banquier d'investissement de 45 ans, a essayé sans succès de modérer son comportement de plus en plus agressif. Leurs enfants adolescents, Emma et Jake, regardèrent mal à l'aise leur mère rejeter chaque avertissement de sécurité comme une peur inutile, conçue pour limiter leur expérience haut de gamme. Ravi, malgré ses 15 années d'expérience en tant que guide dans ces eaux dangereuses, se sentait intimidé par les menaces constantes de Geneviève concernant des avis négatifs et ses exigences pour des rencontres plus rapprochées avec la faune. Le bateau à moteur avait été équipé de barrières de sécurité spécifiquement pour protéger les touristes des prédateurs de pointe qui régnaient sur cet ancien domaine. Mais Geneviève considérait ces précautions comme des obstacles l'empêchant de capturer les photographies authentiques de la jungle qu'elle exigeait. Les mangroves des Sundarbans servent de terrain de chasse exclusif à la plus grande population mondiale de tigres du Bengale, des prédateurs de pointe qui se sont adaptés de manière unique à cet environnement aquatique. Contrairement à leurs cousins du continent, ces tigres sont des nageurs exceptionnels et ont développé une volonté inhabituelle de chasser les humains dans l'eau. Pesant jusqu'à 400 livres et mesurant plus de 10 pieds de long, ces magnifiques félins possédant des canines de 4 pouces capables d'écraser des trachées et d'infliger des blessures mortelles en quelques secondes. Leur pelage orange distinctif avec des rayures noires offre un camouflage parfait parmi les ombres tachetées de la forêt de mangrove, les rendant pratiquement invisibles alors qu'ils se déplacent silencieusement à travers l'eau. Pendant la visite de l'après-midi, leur bateau s'est approché d'un canal étroit où Ravi a repéré des traces fraîches de tigres le long de la rive boueuse. Il a immédiatement coupé le moteur et a chuchoté pour un silence complet, expliquant qu'un grand tigre mâle était récemment passé par la zone. Malgré ses avertissements urgents de rester dans le bateau, Geneviève est devenue frustrée par la distance et a déclaré qu'elle avait besoin de photos plus rapprochées. Contre toutes les protestations de sa famille et de son guide, Geneviève a franchi la barrière de sécurité et s'est abaissée dans l'eau du canal jusqu'à la poitrine. L'eau de marée trouble dissimulait ses mouvements alors qu'elle avançait vers le rivage de la mangrove, l'appareil photo tenu haut au-dessus de sa tête. Inconnu du groupe, un énorme tigre mâle du Bengale de 400 livres se reposait dans la végétation dense en amont et avait détecté le moteur de leur bateau quelques minutes plus tôt. Les tigres des Sundarbans sont des prédateurs embusqués qui utilisent l'eau comme principal moyen de chasse, approchant leurs proies en silence total en nageant. Ce mâle en particulier avait déjà tué des humains avec succès et reconnaissait les bruits d'éclaboussures de proies vulnérables entrant sur son territoire. Le tigre s'est glissé dans l'eau en amont et a commencé à nager vers Geneviève avec seulement ses yeux et son nez visible au-dessus de la surface. Lorsque Geneviève atteignit le rivage boueux et commença à photographier les traces de tigre, elle resta complètement inconsciente du prédateur approchant. Le tigre parcourut les derniers 6 mètres sous l'eau, utilisant ses membres puissants pour se propulser à travers le canal trouble avec une précision mortelle. L'attaque surgit de l'eau avec une violence explosive. Le tigre massif a émergé directement derrière Geneviève et a immédiatement refermé ses puissantes mâchoires autour de sa gorge par derrière. Les dents canines de 10 cm ont percé ses muscles du cou et écrasé sa trachée avec plus de 1000 livres de force de morsure. La technique de mise à mort caractéristique du tigre consiste à étouffer sa proie en écrasant la gorge et la pression massive a instantanément effondré ses voies respiratoires. Le corps de Geneviève se raidit lorsque les dents du tigre sectionnèrent les principaux vaisseaux sanguins de son cou, provoquant une hémorragie interne massive. Les puissantes pattes avant du prédateur s'enroulèrent autour de son torse tandis que ses pattes arrière trouvaient appui sur le bas de son corps, la maintenant dans une étreinte inéluctable. Le tigre a ensuite commencé sa technique de noyade, l'attirant en arrière dans des eaux plus profondes tout en maintenant sa morsure écrasante sur sa gorge.
La combinaison de la trachée écrasée, des artères sectionnées et de l'immersion forcée s'est avérée fatale en moins de 2 minutes. Les luttes de Geneviève cessèrent alors que la perte de sang et le manque d'oxygène la firent perdre connaissance. Le tigre continua de la maintenir sous l'eau pendant plusieurs minutes avant de relâcher le corps et de disparaître dans le labyrinthe de Mangrove. L'histoire de Geneviève Lawson était un rappel glaçant de la manière dont les prédateurs rayés frappent silencieusement lorsque la confiance excessive rencontre les eaux sauvages. Pour Tara Whitfield, ce n'était pas la sécurité qu'elle recherchait, mais la prise de vue sous-marine parfaite qui la menait un souffle trop loin. C'était le 22 mars 2017 lorsque Tara Whitfield est arrivée aux îles Neptune, au large de la côte de l'Australie méridionale, l'une des principales destinations mondiales pour plonger avec les grands requins blancs. Les affleurements rocheux isolés émergeaient de l'océan austral, entourés d'eau cristalline qui plongeait à des profondeurs de plus de 200 pieds. Ces eaux riches en nutriments servaient de voie naturelle pour les grands blancs migrateurs, attirant les énormes prédateurs pour chasser les abondantes colonies de phoques. Tara Whitfield, une étudiante diplômée en biologie marine de 38 ans, originaire de Los Angeles, avait réservé le forfait de plongée en cage avec les requins le plus cher disponible et a immédiatement commencé à faire des demandes déraisonnables. Connue pour son attitude de privilégiée et sa conviction que l'argent pouvait tout lui acheter, elle avait déjà réprimandé le capitaine Steve Morrison et le biologiste marin Dr. Lisa Chen, à plusieurs reprises pendant le briefing du matin. Son petit ami, Brad Mitchell, regardait mal à l'aise tandis que Tara criait sur l'équipage pour ce qu'elle appelait leurs restrictions de sécurité pathétiques. Le capitaine Morrison, avec 18 ans d'expérience dans ces eaux dangereuses, avait déjà eu affaire à des clients difficiles. Mais le comportement agressif de Tara et son absence totale d'empathie l'inquiétaient. Elle a exigé à plusieurs reprises que la cage de protection soit entièrement retirée, affirmant qu'elle avait payé des prix premium et méritait un accès sans restriction aux requins. Lorsque le docteur Lisa Chen a tenté d'expliquer les dangers mortels, Tara l'a rejetée comme une employée incompétente qui était clairement jalouse des personnes qui réussissent. Tara s'était convaincue que son statut d'étudiante diplômée et ses frais de réservation élevés lui donnaient droit à un traitement spécial. Elle a menacé de détruire la réputation de l'entreprise en ligne et d'intenter des poursuites si l'équipage ne lui offrait pas l'expérience extrême qu'elle exigeait. Son mépris total pour la sécurité est devenu évident lorsqu'elle a suggéré que les membres de l'équipage devraient entrer dans l'eau en premier pour tester si les requins étaient dangereux. Les eaux autour des îles Neptune abritaient certains des plus grands requins blancs de la planète, des prédateurs de sommet qui régnaient sur ces mers depuis plus de 400 millions d'années. Ces chasseurs magnifiques peuvent atteindre des longueurs de plus de 20 pieds et des poids dépassant 4000 livres, avec des têtes triangulaires, massives, abritant des rangées de dents acérées et dentelées. Chaque dent mesure jusqu'à 3 pouces de long et est conçue pour trancher la chair et les os avec une efficacité dévastatrice. Les grands blancs possèdent la morsure la plus puissante de toutes les créatures vivantes, capable d'exercer plus de 4000 livres par pouce carré de pression écrasante. L'équipage avait réussi à attirer plusieurs grands requins blancs en utilisant un mélange d'appâts soigneusement préparés. Parmi les prédateurs qui ont répondu, il y avait une femelle massive de 18 pieds, estimée à plus de 4000 livres, qui s'était nourrie agressivement de l'appât. L'énorme requin montrait des comportements de chasse classiques, tournant autour du bateau avec une précision calculée tout en inspectant la cage de plongée en acier. Avant d'entrer dans l'eau, Tara a secrètement desserré les connexions de son détendeur, prévoyant de créer une fausse panne d'équipement qui justifierait de sortir de la cage de protection. Elle pensait être assez maligne pour manipuler la situation afin d'obtenir l'accès libre aux requins auxquels elle se sentait en droit. Une fois immergée dans la cage de protection, Tara a immédiatement commencé à signaler une fausse détresse à l'équipage de surface, pointant frénétiquement son détendeur saboté. Le capitaine Morrison a lancé les procédures d'urgence pour la ramener à la surface, mais au lieu de remonter, Tara s'est éloignée de la cage vers les requins en train de se nourrir, croyant que son intelligence supérieure la rendait invulnérable. Ces mouvements de nage erratiques ont créé exactement le type de comportement de proie en détresse qui déclenche les instincts de chasse des grands requins blancs. La massive femelle, grand requin blanc, détecta immédiatement la nage paniquée de Tara et abandonna l'appât pour enquêter sur cette nouvelle proie potentielle. L'énorme prédateur approcha par en dessous à des vitesses dépassant 25 miles par heure. L'attaque du requin fut rapide et dévastatrice. Surgissant des profondeurs comme une torpille vivante, le grand blanc frappa Tara par en dessous avec une force énorme, ses mâchoires massives s'ouvrant pour révéler des rangées de dents étincelantes et dentelées.
L'impact a propulsé Tara vers le haut alors que les mâchoires du requin se refermaient autour de son torse avec une pression écrasante. Les dents acérées ont tranché sa combinaison de plongée et profondément dans sa poitrine et son abdomen. La force de morsure écrasante de 4000 livres par pouce carré a instantanément brisé la cage thoracique de Tara, perforant ses 2 poumons et sectionnant les principaux vaisseaux sanguins de son torse. Les puissants muscles de la mâchoire du requin continuèrent d'exercer une pression, tandis que sa tête se balançait violemment d'un côté à l'autre. Le comportement alimentaire caractéristique qui permet au grand blanc d'arracher de gros morceaux de chair. Le mouvement de secousse violent a sectionné le corps de Tara à la taille, séparant son torse supérieur et inférieur, alors que d'énormes quantités de sang troublaient l'eau environnante. Le comportement alimentaire a continué pendant plusieurs secondes supplémentaires, alors que le requin consommait des parties de son corps avant de disparaître dans les profondeurs. Tara est morte en quelques secondes à cause d'une perte de sang massive, d'un choc traumatique et de la destruction complète d'organes vitaux. Sa croyance arrogante que l'argent et les exigences pouvaient surpasser le comportement naturel des prédateurs s'était avérée fatalement erronée. L'enquête a révélé le sabotage délibéré de l'équipement par Tara et la violation des protocoles de sécurité. Les autorités maritimes ont mis en place des réglementations plus strictes pour les opérations de plongée en cage avec les requins. La famille de Tara a intenté des poursuites contre la société de tourisme, affichant la même attitude d'entitlement qui avait conduit à sa mort. Pour Tara Whitfield, ce n'était pas la sécurité qu'elle recherchait, mais la séquence sous-marine parfaite qui l'a menée un souffle trop loin. En Ouganda, Kendra Sullivan s'est approchée des primates sauvés, croyant que son expérience l'avait préparé pour les parents les plus dangereux de l'humanité. C'était le 8 septembre 2015 lorsque Kendra Sullivan est arrivée au sanctuaire de chimpanzés de l'île Ngamba en Ouganda, une île boisée de 100 acres sur le lac Victoria. Le sanctuaire servait de refuge pour les chimpanzés orphelins et sauvés, offrant un environnement semi-naturel où ces primates intelligents pouvaient vivre en groupes sociaux. Une forêt tropicale dense couvrait la majeure partie de l'île, avec des zones désignées pour les visiteurs et des barrières de sécurité conçues pour assurer la sécurité. Kendra Sullivan, une photographe animalière de 35 ans originaire de Portland, avait été mandatée par un magazine animalier pour documenter le travail de réhabilitation avec des chimpanzés secourus. Connue pour son approche audacieuse de la photographie animalière, elle s'était forgée une réputation en capturant des portraits intimes d'animaux domestiques et de ferme. Son expérience approfondie avec les chevaux, le bétail et les taureaux agressifs l'avait amenée à croire qu'elle possédait une compréhension innée du comportement animal qui transcendait les frontières des espèces. Son amie la plus proche, Amy Chen, réalisatrice de documentaires, avait accompagné Kendra pour filmer les coulisses. Dr. James Mukasa, le directeur du sanctuaire, était de plus en plus préoccupé car Kendra ignorait ses consignes de sécurité et exigeait l'accès aux zones de maintenance restreintes pour de meilleures photographies. Peter Sally, un gardien, avertissait à plusieurs reprises de la nature imprévisible de ces animaux puissants, mais Kendra rejetait ses préoccupations comme une superstition excessive. Le sanctuaire abritait 49 chimpanzés sauvés, dont beaucoup étaient traumatisés par le braconnage ou le commerce illégal d'animaux de compagnie. Malgré leur réhabilitation, ces animaux conservaient tous les instincts et capacités physiques de leurs homologues sauvages, les rendant extrêmement dangereux lorsqu'ils étaient rencontrés sans barrières appropriées. Les chimpanzés sont parmi les primates les plus puissants sur Terre, possédant une force environ 5 fois supérieure à celle d'un humain adulte. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 150 livres et mesurer plus de 4 pieds de haut avec des muscles pectoraux massifs et des bras capables d'exercer une force énorme. Leurs mains possèdent une force de préhension dépassant 1300 livres par pouce carré, suffisante pour écraser des os avec facilité. Plus notable encore, les chimpanzés possèdent de grandes canines de plus de 2 pouces de long, conçues à la fois pour la défense et pour établir la dominance. Pendant la visite de l'après-midi, Kendra est devenue de plus en plus frustrée par les restrictions de visionnage qui l'empêchaient de capturer une documentation comportementale authentique. Elle avait spécifiquement demandé l'accès aux zones de maintenance où le personnel entrait dans les enclos pour le nettoyage et les soins médicaux. Le docteur Mukasa a expliqué à plusieurs reprises que ces zones étaient strictement interdites en raison du danger extrême posé par le contact direct avec les chimpanzés. Alors que le groupe observait les chimpanzés dans un enclos éloigné, Kendra remarqua une porte déverrouillée menant à un couloir de maintenance qui donnait un accès direct à la zone de vie des animaux. Malgré des avertissements explicites, elle s'est éloignée du groupe et est entrée dans la zone interdite, croyant que son expérience avec les animaux domestiques l'avait préparée à toute situation. La zone de maintenance a mis Kendra à portée directe de Bosco, le mâle dominant du sanctuaire, un adulte de 150 livres qui avait été sauvé en tant que nourrisson il y a 15 ans.
Bosco avait montré des tendances agressives envers les humains inconnus et était considéré comme l'un des animaux les plus dangereux de l'installation. Le puissant chimpanzé se reposait près de la barrière lorsqu'il a détecté la présence de Kendra. Les chimpanzés sont des animaux très territoriaux qui considèrent les humains inconnus comme des menaces potentielles. Bosco est immédiatement devenu agité par l'intrusion de Kendra dans ce qu'il considérait comme son territoire. Lorsqu'elle s'est approchée de la barrière et a levé son appareil photo pour le photographier, Bosco a interprété cette action comme un défi direct à sa dominance. La réponse du puissant primate a été immédiate et dévastatrice. Bosco s'est précipité en avant et a saisi le bras tendu de Kendra avec une force écrasante, sa prise de 1300 livres par pouce carré fracturant immédiatement les os de son avant-bras. Utilisant sa formidable force du haut du corps, il l'a tiré contre la barrière. Les chimpanzés ciblent instinctivement des zones spécifiques lors de rencontres agressives, se concentrant sur le visage, les mains et les organes génitaux pour infliger un maximum de dégâts. Les énormes canines de Bosco, de plus de 5 cm de long et acérées comme des rasoirs, déchirèrent le visage et le cou de Kendra alors qu'elle était tirée contre la barrière. Ses mains puissantes déchiraient ses vêtements tandis que ses pieds frappaient violemment son torse. L'attaque a continué pendant près de 2 minutes, Bosco maintenant sa prise, tout en mordant et griffant son visage, son cou et le haut de son corps. Ses mâchoires puissantes ont écrasé les os du visage et arraché de grandes sections de peau et de muscles. Les dents acérées du chimpanzé ont sectionné les principaux vaisseaux sanguins de son cou, provoquant une hémorragie massive. Les tentatives de Kendra pour se défendre se sont avérées futiles face à la force écrasante du chimpanzé. Sa main libre a été gravement mutilée par les morsures de Bosco, plusieurs doigts écrasés par ses puissantes mâchoires. La nature coordonnée de son attaque empêchait toute possibilité de fuite. Peter Sally a entendu les cris de Kendra et s'est immédiatement précipité vers la zone de maintenance avec du matériel d'intervention d'urgence. En utilisant des tuyaux d'eau à haute pression, il a réussi à éloigner Bosco de la barrière après près de 2 minutes. Au moment où le chimpanzé s'est retiré, Kendra avait subi des blessures catastrophiques au visage, au cou, aux mains et aux bras. La perte de sang massive due aux artères sectionnées, combinée au choc de ses blessures traumatiques, s'est avérée fatale en quelques minutes. Kendra est morte d'un choc hypovolémique et de traumatismes faciaux avant que les services médicaux d'urgence ne puissent atteindre l'île isolée. L'enquête s'est concentrée sur les défaillances de sécurité qui ont permis aux visiteurs d'accéder à des zones restreintes. L'autorité de la faune de l'Ouganda a mis en place des mesures de sécurité renforcées tandis que la famille de Kendra a intenté des poursuites contre l'établissement. Pour Kendra Sullivan, sa confiance avec les animaux domestiques est devenue fatale. Dans les Everglades de Floride, l'avocate Monica Barrett a exigé l'accès à des eaux restreintes, croyant que sa formation juridique pouvait surpasser des prédateurs mortels. C'était le 14 avril 2018 lorsque Monica Barrett est arrivée au parc national des Everglades en Floride, l'une des plus grandes zones de nature sauvage tropicale aux États-Unis. Le vaste écosystème de zones humides s'étendait sur 1 500 000 acres de marais de sirpes et de voies navigables peu profondes qui abritaient certains des prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Nord. Le réseau complexe de canaux du parc créait l'habitat parfait pour les énormes alligators américains. Monica Barrett, avocate spécialisée en divorce, âgée de 44 ans de Miami, avait réservé une excursion en kayak en solo pour se changer les idées après une affaire de garde difficile. Connue pour ses tactiques agressives au tribunal et sa personnalité confrontante, elle avait construit sa carrière juridique en intimidant ses adversaires et en refusant de reculer devant n'importe quel défi. Sa réputation de parvenir à ses fins par la seule force de sa volonté avait créé un dangereux sentiment de droit. Tommy Rodriguez, un guide touristique de 52 ans avec plus de 20 ans d'expérience, avait immédiatement reconnu Monica comme une cliente problématique lors du briefing de sécurité du matin. Elle avait interrompu sa présentation plusieurs fois, affirmant que son expérience juridique la rendait plus intelligente qu'un guide de marais, et avait menacé de déposer des plaintes lorsqu'il avait essayé d'appliquer des protocoles de sécurité de base. La garde forestière Sarah Kim avait également tenté d'expliquer les dangers de la saison de nidification des alligators, mais Monica avait rejeté ces avertissements comme un excès de zèle gouvernemental. La visite de Monica a coïncidé avec la saison de reproduction des alligators, lorsque les mâles territoriaux deviennent extrêmement agressifs et protecteurs de leur zone de nidification. Pendant cette période, les responsables du parc restreignent généralement l'accès à certaines voies navigables et affichent des panneaux d'avertissement dans les zones les plus dangereuses. Les alligators américains sont parmi les prédateurs de sommet les plus redoutables d'Amérique du Nord, les mâles adultes atteignant des longueurs allant jusqu'à 14 pieds et des poids dépassant 1000 livres.
Ces reptiles anciens possèdent l'une des forces de morsure les plus puissantes du règne animal, capable d'exercer plus de 3000 livres par pouce carré de pression écrasante. Leurs mâchoires massives contiennent 74 à 80 dents acérées, conçues pour saisir et écraser leur proie. Les alligators peuvent rester immobiles pendant des heures avant de passer à l'action avec une vitesse fulgurante. Pendant la visite guidée, Tommy a averti à plusieurs reprises de rester dans les canaux désignés en raison de la saison de nidification active des alligators. Le parc avait affiché de nombreux panneaux d'avertissement autour des sites de nidification connus où des mâles territoriaux gardaient à leur progéniture avec une agressivité mortelle. Monica est devenue de plus en plus belliqueuse, accusant Tommy de limiter ses droits constitutionnels et menaçant d'engager des poursuites judiciaires. Malgré les tentatives de Tommy pour maintenir la cohésion du groupe, Monica s'est détachée de la visite guidée et a pagayé avec son kayak vers un lagon restreint, clairement signalé par plusieurs panneaux d'avertissement. Elle était déterminée à enquêter sur ce qui semblait être une activité faunique intéressante, affirmant qu'elle avait tous les droits, en tant que citoyenne, payant des impôts d'explorer n'importe quelle zone du parc national. Le lagon restreint servait de principale zone de nidification pour un énorme alligator mâle de 12 pieds qui défendait activement son territoire depuis 3 semaines. Le reptile de 800 livres avait établi sa dominance et avait déjà chassé plusieurs mâles plus petits. La présence du kayak de Monica a immédiatement déclenché les instincts défensifs les plus agressifs de l'alligator. Le grand alligator a détecté les vibrations des coups de pagaie de Monica en quelques secondes. Le reptile massif était resté immobile sous la surface, parfaitement camouflé parmi la végétation submergée. L'attaque de l'alligator fut rapide et dévastatrice. Le prédateur de 800 livres s'est lancé hors de l'eau avec une force explosive, ses mâchoires massives se refermant sur la partie avant du kayak de Monica. L'impact a immédiatement renversé son kayak, la projetant dans l'eau trouble juste devant le reptile enragé. Alors que Monica luttait dans l'eau, désorientée et paniquée, l'alligator l'identifia immédiatement comme une menace pour son territoire de nidification. Les mâchoires du reptile massif s'agrippèrent à son torse, ses dents acérées perçant son gilet de sauvetage et pénétrant profondément dans sa poitrine et son abdomen. La force de morsure écrasante a brisé plusieurs côtes instantanément, tout en perforant les 2 poumons et en sectionnant des vaisseaux sanguins majeurs. L'alligator a ensuite commencé sa technique de mise à mort, caractéristique connue sous le nom de roulade de la mort, un mouvement de rotation violent conçu pour désorienter la proie et causer un traumatisme interne massif. Le reptile de 800 livres a tourné rapidement dans l'eau, faisant tourner le corps de Monica tout en maintenant son emprise écrasante. La rotation violente a généré une force énorme qui a déchiré les muscles et causé des blessures internes catastrophiques. Le roulé de la mort a continué pendant plus d'1 minute alors que l'alligator tournait dans l'eau avec Monica piégée dans ses mâchoires. Le mouvement violent a rempli ses poumons perforés d'eau, tandis que la pression écrasante empêchait toute possibilité de respirer. Ses côtes brisées se frottaient les unes contre les autres, causant des saignements internes supplémentaires. La combinaison de traumatismes internes massifs, de noyades et de perte de sang s'est avérée fatale en moins de 2 minutes. Les luttes de Monica cessèrent progressivement alors que l'alligator continuait son roulé de la mort. Le massif reptile finit par relâcher son corps sans vie qui flotta à la surface. Tommy Rodriguez appela immédiatement à l'aide par radio, mais les équipes de secours ne purent atteindre le lagon isolé à temps. Pour Monica Barrett, son expertise juridique s'avéra inutile face aux lois anciennes de la nature. Dans le Colorado, l'influenceuse fitness Felicity Grant se préparait pour son aventure solo ultime, croyant que son entraînement athlétique l'avait préparée pour le prédateur le plus puissant du continent. C'était le 19 août 2017, lorsque Felicity Grant est arrivée à Boulder County Open Space dans le Colorado, une vaste zone sauvage connue pour son terrain accidenté et sa population faunique diversifiée. La région montagneuse s'étendait sur des milliers d'acres de forêts denses et de sentiers sinueux qui attiraient les amateurs de plein air. Cependant, ces mêmes zones sauvages servaient également d'habitat de choix pour les cougars et d'autres prédateurs dangereux. Felicity Grant, une influenceuse fitness de 39 ans de Denver avec plus de 5000 abonnés sur les réseaux sociaux, avait planifié ce qu'elle appelait son expérience ultime de transformation en pleine nature. Connue pour son attitude arrogante et sa conviction que sa supériorité athlétique la rendait exemptée des règles, elle avait déjà provoqué plusieurs confrontations à l'entrée du parc. Sa personnalité exigeante est devenue évidente lorsqu'elle a réprimandé l'adolescent employé du parc pour lui avoir suggéré de lire les consignes de sécurité, affirmant que quelqu'un de son niveau de forme physique n'avait pas besoin de conseils d'employé au salaire minimum.
Le garde forestier, Tom Bradley, avait tenté de briefer Felicity sur l'activité récente des pumas lors de sa demande de permis. La région avait connu plusieurs observations de cougars au cours du mois précédent, y compris des rencontres agressives qui avaient entraîné la fermeture temporaire de sentiers. Felicity est devenue de plus en plus hostile, interrompant Tom à plusieurs reprises et exigeant de parler à son superviseur au sujet de ce qu'elle appelait sa propagande de peur incompétente. Une autre randonneuse, Maria Santos, une coureuse de sentiers locale, avait également essayé d'avertir Felicity des dangers de la randonnée en solo à l'aube. La réponse de Felicity fut rapide et cruelle, disant à Maria que les locaux jaloux comme elle essayaient évidemment de saboter les influenceurs à succès qui étaient clairement en meilleure forme que les pathétiques non-guerriers du week-end. Felicity avait spécifiquement choisi le sentier de Rabbit Ears Pass pour sa course en solo à l'aube, ignorant délibérément les panneaux de fermeture de sentier qu'elle prétendait ne pas s'appliquer aux athlètes d'élite comme elle. Elle avait arraché plusieurs avis d'avertissement, affirmant que les contribuables comme elle avaient tous les droits d'utiliser les sentiers publics. Les pumas sont parmi les prédateurs de sommet les plus efficaces d'Amérique du Nord, parfaitement adaptés à la chasse en terrain montagneux. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 180 livres et mesurer plus de 8 pieds de long, avec des pattes arrière puissantes capables de les propulser jusqu'à 40 pieds en un seul bond. Leurs griffes rétractiles, mesurant jusqu'à 4 pouces de long, sont conçues pour saisir les proies, tandis que leurs dents canines de 4 pouces sont parfaitement positionnées pour infliger des morsures fatales au cou qui sectionnent la moelle épinière. Ces chasseurs solitaires sont principalement des prédateurs embusqués qui préfèrent attaquer par derrière et par-dessus, utilisant une incroyable discrétion et patience pour se rapprocher à distance de frappe avant de lancer des attaques surprises ou surprises dévastatrices. Les pumas sont particulièrement attirés par les proies qui présentent des mouvements erratiques, une respiration lourde ou d'autres signes de détresse. Felicity a commencé sa course en solo à 5h30 du matin, choisissant délibérément les heures avant l'aube pour éviter ce qu'elle appelait les randonneurs inférieurs. Elle portait des écouteurs à réduction de bruit diffusant de la musique électronique forte et transportait un sac à dos contenant des steaks crus pour son repas protéiné après l'entraînement. La combinaison de son allure de course irrégulière, de sa respiration lourde et de l'odeur de viande fraîche créait des conditions parfaites pour attirer un puma en chasse. Un puma mâle de 63 kg chassait activement dans la région et avait établi un territoire incluant le sentier de Rabbit Ears Pass. Le puissant prédateur a détecté l'odeur de viande fraîche à plus d'1 mile de distance et a commencé à suivre les mouvements de Felicity à travers la forêt. Le cougar a commencé à traquer Felicity le long de la crête au-dessus du sentier, utilisant les rochers et les arbres pour rester caché tout en réduisant la distance. Alors que Felicity tournait un virage serré, le puma se positionna sur un gros rocher à environ 15 pieds au-dessus du chemin. Lorsque Felicity passa sous le rocher, complètement inconsciente à cause de sa musique forte et de sa croyance arrogante que sa forme physique la rendait invulnérable, le puma se lança dans une attaque aérienne dévastatrice. Le prédateur de 63 kg frappa Felicity par derrière avec une force énorme, ses puissantes griffes arrière déchirant son dos, tandis que ses pattes avant s'enroulaient autour de ses épaules et de son cou. Les dents canines de 10 cm du puma trouvèrent immédiatement leur cible, se refermant sur la nuque de Felicity avec une précision chirurgicale. Les pumas tuent leur proie par une technique spécifique qui cible les vertèbres cervicales et ce mâle exécuta l'attaque avec une efficacité mortelle. Ces puissantes mâchoires ont exercé une pression écrasante de plus de 400 livres par pouce carré directement sur la moelle épinière de Felicity, coupant instantanément la connexion entre son cerveau et son corps. La morsure a pénétré profondément dans les muscles du cou et fracturé les vertèbres, provoquant une paralysie immédiate du cou vers le bas. Le cougar maintenait sa prise sur le cou de Felicity tout en utilisant ses puissantes griffes pour sécuriser sa position. Ses pattes arrière continuaient de labourer sa colonne vertébrale et ses jambes, ouvrant des plaies profondes et qui saignaient abondamment. En moins de 2 minutes, Felicity était morte d'une combinaison de sectionnement de la moelle épinière, de perte de sang massive et de suffocation causée par la pression écrasante sur son cou et sa gorge. Le puma a ensuite commencé à traîner son corps hors du sentier principal vers un endroit isolé, où il pourrait se nourrir sans être dérangé. Le corps de Felicity a été découvert 3 jours plus tard par une équipe de recherche et de sauvetage organisée lorsqu'elle n'est pas revenue. Le lieu de la découverte et l'état des restes étaient compatibles avec une attaque de puma et un comportement de mise en cache subséquent. Si ces histoires vous ont laissé en vouloir plus de rencontres terrifiantes, cliquez sur la vidéo suivante pour voir ce qui se passe lorsque les prédateurs les plus mortels de la nature rencontrent leur adversaire.